Hello! Bien prononcer et comprendre les mots en anglais. Around the World in 80 Days by Jules Verne. Donc, dans cette nouvelle série de vidéos, ce qu'on va faire, je vais vous aider à mieux prononcer les mots en anglais. Et pour ce faire, il faut comprendre les mots en anglais. D'accord? Donc, je vais décortiquer certains mots et on va également faire de l'explication de texte de façon à ce que vous puissiez comprendre facilement un texte en anglais, même si vous n'avez pas accès à un dictionnaire, voilà. Ok? Alors, on y va. Alors, avant cela, je vous présente le guide simplifié de la phonétique anglaise. Il est disponible dès 3 € sur grammairanglaise.fr. Sous l'onglet, nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire anglais. Il est là, le livre sur votre gauche, vous le voyez. Ce que vous pouvez faire également, c'est scanner le QR code que vous voyez et il vous mènera directement sur la page où vous trouverez le livre. Donc il est disponible en version digitale, donc de 3 € par mois. Il est également disponible en version brochée. La livraison est gratuite en Europe. On continue. Alors, on va juste revenir sur le titre. Alors, parfois vous verrez des mots surlignés. Alors, pour vous expliquer, par exemple, le monde en anglais. World. Comment le prononcer en fait? Si vous enlevez le L, ça fait word. Mot. D'accord? Pardon. Donc en fait, ce que vous devez faire, c'est qu'au début, vous prononcez le mot comme si vous avez prononcé word, un mot, et après vous rajoutez le L. Donc ça donne world. Voilà, tout simplement. In 80 days, donc 80, rappelez-vous, un Y, un nombre. Cela, en anglais, cela veut dire qu'il s'agit de dizaines. D'accord? Alors, et by, c'est by, en fait, ça s'emploie lorsqu'on parle d'un auteur. Si on dit, par exemple ici, Around the World in 80 Days by Jules Verne, donc de Jules Verne. Voilà. Écrit par, sous-entendu written by Jules Verne. Ok? Alors, on revient. Chapter 1, in which Phileas Fogg and Passepartout accept each other, the one as master, the other as man. Donc, en anglais en général, lorsqu'il y a un mot à la fin du mot, lorsqu'il y a un S à la fin du mot, il faut le prononcer. D'accord? Donc, Phileas. Et Passepartout, ben, on le prononce comme en français parce qu'il s'agit d'un nom français. Each other, donc le CH rappelle la prononciation du CH. En anglais, c'est ch. Ok? Ch comme China, chapter. Other, ici c'est other. Ok? Imaginez qu'il s'agit d'un D, d'accord? Other. Donc, alors, j'ai surligné THE, de. Normalement, ça se prononce de. Donc, ça se prononce de lorsque THE, de, est suivi d'un mot qui commence par une consonne. Et là, on va dire de. Par exemple, the car, ok? La voiture. Mais là, il se trouve que le de est suivi d'un mot qui commence par une voyelle. Du coup, on va prononcer the, ok? The one as master, the other as man. Donc, remarquez que other commence également par une voyelle, donc the other. Mr. Phileas Fogg lived in 1872 at number 7 Savile Row, Burlington Gardens, the house in which Sheridan died in 1814. Alors là, en fait, les verbes réguliers au past simple et au participe passé se prononcent dans le ED, en fait, se prononcent d'une certaine façon. Donc, il y a 3 catégories à peu près. Donc, ça dépend de la façon dont le verbe se termine. Ici, il se trouve que le verbe à l'infinitif, c'est live, d'accord? Donc,
V-E. Donc en fait, la prononciation, ça sera lived, lived. Je vous invite à consulter le livre Le guide simplifié à la phonétique anglaise. Vous y trouverez en fait toutes les règles. C'est simple, hein, il y a vraiment des règles en fait. Si vous suivez les règles, vous allez bien prononcer les mots en anglais, les verbes réguliers en anglais, les mots, les chiffres, tout. Alors après, maintenant, in 1872, donc en anglais, alors il y a deux façons de prononcer les dates. Soit c'est par deux, 18, 18, 72. 1872. Ou alors, il y a une autre façon qui est un peu plus vieille. En fait, on ne prononce plus les mots. Si parfois vous entendez des gens quand même qui disent des dates comme ça donnera 1872. Ok? 1800, c'est 1800 en fait. Voilà. C'est vrai qu'en français, on va dire 1872. Donc en anglais, ça donnera 1872. Ou alors, on peut prononcer aussi 1872. At. Alors, pourquoi at? Parce que en fait, c'est une adresse précise. Vous remarquerez que at, la préposition, at s'utilise pour les adresses. Parce que les adresses sont précises. Il y a un repère géographique qui est vraiment défini. D'accord? Donc, at, he lived at number 7, Savile Row. He lived at number 20, Savile Row. He lived at number 11. Voilà, ok? Burlington, alors, juste pour rappel, lorsque vous devez prononcer un mot qui est long en anglais, prononcez-le par syllabe. Donc ici, ça donne Bur, Bur, Burlington. Burlington. OK? Gardens. Donc, the house in which, donc, dans lequel Sheridan died in. Donc là, on a une autre date. Donc ça donne 18, 14 ou 1814. OK? Alors, on parlait, on peut essayer de trouver des synonymes. Alors, par exemple, house, un synonyme, ce serait the place in which Sheridan died. OK? The place pour house. Un autre synonyme, to die, ce serait to pass away. Ça, c'est un phrasal verb, un verbe à particules, qui est souvent utilisé aux États-Unis. Ils ont tendance à dire to pass away. Ils disent moins to die, ils disent to pass away. OK? Alors, on continue. He was one of the most. Vous remarquez, là, je commence de, parce que le most commence par une consonne. OK? He was one of the most noticeable members of the Reform Club, though he seemed always to avoid attracting attention. Donc, he was one of the most, il n'y a rien à dire. Donc, the most, c'est un superlatif. Noticeable. Alors là, j'ai souligné able, parce qu'en fait, là, on se trouve sur un mot qui est composé. En anglais, il y a beaucoup de mots, en fait, qui sont composés ainsi. On a une base, et après, il rajoute soit un préfixe, soit un suffixe. Ici, il se trouve qu'on a un suffixe qui a été rajouté, able, c'est un suffixe. Et donc, c'est vrai que ça transforme le mot et ça lui donne une autre dimension, une autre signification. Donc, noticeable, dans ce sens, c'est remarquable, en fait. Parce qu'on parle du verbe notice. To notice, c'est remarquer. Et able, voilà, ça rajoute, donc quand on associe ça à able, ça donne remarquable. Members of the Reform Club. Donc, j'ai souligné le R, Reform, parce que c'est juste pour vous rappeler, en fait, faites attention, lorsque vous voyez un nom, une lettre en majuscule dans une phrase, donc dans un mot, cela signifie en général qu'il s'agit d'un nom propre. Donc il peut s'agir d'un nom propre, comme un prénom, un nom, mais ça peut aussi être un nom propre relatif à un lieu, le nom d'un lieu.
et j'insiste dessus parce que ça veut dire que ça se traduit pas, en fait. Donc là, c'est un club qui s'appelle The Reform Club. Et donc, si on va devant à l'extérieur, peut-être sur la devanture, ça sera écrit The Reform Club. Voilà. Donc, c'est un nom propre. Donc, do. Donc, vous remarquerez ici que là, j'ai prononcé, ça se prononce comme un D. Do. Alors, sachez en fait que le son TH en anglais se prononce de deux façons. Soit c'est le son de, comme le D, en fait, avec le son D, ou avec le son F. D'accord? Peut-être qu'on tombera sur un mot qui se prononce ainsi. Donc ici, il se trouve, c'est do. OK? He seemed always to avoid attracting attention. He seemed, donc ça c'est un verbe au passé simple. Seemed, donc vous remarquerez que seemed, lived. C'est la même prononciation, le ED se prononce de la même façon. Donc je vous le rappelle, hein, il y a des règles pour bien prononcer le ED dans des verbes réguliers en anglais. Je vous invite, je vous renvoie au livre Le guide simplifié de la phonétique anglaise. Voilà. Alors, juste pour information, fierce, donc ça, en anglais, au Royaume-Uni, ça va se prononcer Phileas, ok? Par contre, aux États-Unis, ils le prononcent Phyllis. Voilà, je voulais juste vous indiquer cela. Alors, on continue. Alors, donc, alors, excuse-moi, je reviens juste ici. Bon, a priori, je pense qu'il n'y a rien de compliqué dans cette page. Do, alors oui, j'ai pas trouvé un synonyme pour do. Do, c'est even if. Even if, synonyme en anglais, ça sera even if. Et en français, ça se prononcera bien que. Ça se dira bien que. Ok. An enigmatical personage about whom little was known except that he was a polished man of the world. Alors, enigmatical, vous remarquerez que ça se prononce enigmatical. Plusieurs syllabes. Enigmatical. So a synonym for enigmatical would be mysterious, okay? Mysterious personage. Personage, I would pronounce it like in French because I think that this word comes from the French language. So, personnage. About whom? Ici, alors je reprends en français. On va dire whom. En fait, c'est de l'anglais écrit, c'est formel. Et c'est comme ça qu'on devrait l'employer. Mais c'est vrai que parfois vous verrez, au lieu de whom, vous verrez parfois who. Mais en fait, c'est whom, parce que c'est alors là, pour vous l'expliquer rapidement, en fait, parce qu'ici, ça donnerait dont on connaissait très peu, dont on savait peu de lui, en fait. Donc, whom renvoie à Phileas, ok? Was known. Known, you don't pronounce the K here. You don't pronounce it, ok? You just say known. You don't say known, ok? Donc ici, bon, je vais rester en français. Je pense que je ferai une version anglaise, juste en anglais, pour ceux qui aimeraient suivre la version anglaise. Je vous mettrai le lien sur la vidéo, d'accord? Je vais rester en français, ce sera plus simple pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, non, donc, ici, vous remarquerez qu'en général, en anglais, lorsque vous tombez sur un nom, un mot, pardon, qui est associé, qui est composé, qui commence par KN, qui commence par KN, le K s'efface. Et ça donnera known. Par contre, il y a le verbe reconnaître, acknowledge,
Et là, on prononce le K. Acknowledge, reconnaître. Mais ici, le mot commence par un K et suivi du N. Dans ce cas-ci, dans ce cas-là, le K s'efface. OK? He was a polished man of the world. Polished, donc, vous remarquerez la prononciation, polished, je renvoie au livre, guide simplifié de la phonétique anglaise, que vous trouverez sur grammairanglaise.fr. Sinon, après, je suis en train de voir dans polished, I would say, alors je dirais poli en fait. Polite. En fait, parce que polish, c'est quelqu'un qui était bien lisse en fait. Et donc en anglais, un synonyme, ce serait extremely polite man of the world. Continue. Ah oui, et whom, la prononciation c'est whom, ok? Certes, le mot ne commence pas par un H, mais il se trouve c'est whom. Que vous ayez who c'est W-H-O, ça se prononce who. Vous avez celui-là W-H-O-M, whom, et vous avez un autre qui est un pronom relatif, c'est whose, W-H-O-S-E, whom, d'accord? People said that he resembled Byron, at least that his head was Byronic. Alors, that he resembled. Donc, on va le prononcer comme un Z, le S qui a ici resembled, d'accord? He resembled. Un synonyme pour resemble, ce serait look like. So people said that he looked like. Il ressemblait à. Okay? Byron. His head was Byronic. But he was a bearded, tranquil Byron who might live on 1,000 years without growing old. Donc, he was a bearded man. Beard. Alors, j'ai souligné ED, parce qu'en fait, si vous enlevez ED, ça donne beard. Donc, la barbe. OK? C'est pas beard, non, c'est beard. Beard, c'est la barbe. Bearded, a bearded man, ça veut dire un homme qui porte la barbe. So that's a man that wears the beard. Okay? To wear a beard, porter la barbe. Okay? Alors, who might live on. Who might. Si je devais trouver un synonyme pour might, ce serait who maybe could live on. Ok? Donc might ici, c'est peut-être. Qui pourrait, voilà. To live on 1,000, alors, years. Live on, dans le on, en fait, on pourrait également trouver un synonyme pour on. Ce serait who might live for 1,000 years. Donc, j'ai souligné le TH ici. Ah, voilà, je vous disais que le TH en anglais, il y a deux façons de prononcer, soit le son le son D, donc de, THE, ou alors vous avez le son F. Ok? Si vous n'arrivez pas à prononcer le mot, à dire vous savez, entre les langues, utilisez le son F, la lettre F, ça suffit largement et ça fait le job. D'accord? Donc, who might live on 1,000 years without growing old. Donc, vous remarquerez ici to grow old, to become older, you know? To become old, vieillir. To grow old, vieillir. Certainly, an Englishman, it was more doubtful whether Phileas Fogg was a Londoner.
Certainly. Alors là, vous verrez également qu'il y a ici, certainly, ly, les, ben, c'est un suffixe. Donc, certainement, on le ment en français, ça donne ly en anglais, les. An Englishman, pareil, ici, en fait, man est utilisé en tant que suffixe. Donc, associé à English, man. On peut dire aussi English woman, ok? It was more doubtful. Donc, doubt. Alors, déjà, doubt. D-O-U-B-T. Doubt. Dans ce mot, le B ne se prononce pas. D'accord? Vous le verrez également, ça vous le trouverez dans le guide de la phonétique anglaise. Il y a des mots en anglais qui se ne prononcent pas, en fait, qui s'effacent au profit des autres. Donc ici, doubt, le B s'efface au profit du T, doubt. Et full, c'est un suffixe également. Donc quand on associe à doubtful, donc c'est on en doutait, en fait, ça faisait douter sur le fait que c'était quelqu'un de Londres, qui vivait, originaire de Londres, en fait. Comme Parisian, un Parisien, un Londonien, enfin, voilà. Weather, donc ici, autant, ouais, pardon, weather, ici le THER se prononce de, ok? Weather, Phileas Fogg was a Londoner. Alors, quand on désigne une personne, que ce soit de par son métier ou on va utiliser E. Donc, was a Londoner, was a barber, was a hairdresser, was a teacher. D'accord? Et d'ailleurs, vous remarquerez que ici, London, London, c'est un mot est un mot à part, donc Londres. Mais on peut rajouter des suffixes. Et quand on rajoute un suffixe, ça donne quelqu'un de Londres. D'accord? Donc, on l'emploie autant pour les hommes que pour les femmes. Vous avez remarqué, en fait, en anglais, il suffit juste de rajouter des choses et ça change le mot, mais en même temps, ça vous permet de comprendre justement le mot en question, parce que vous connaissez la racine du mot. Voilà. Et après, ben, les suffixes, après, il faut les connaître. Dans les suffixes, si vous voulez voir la liste de suffixes, allez, vous la trouverez dans le livre Grammar for Goers, B1 préintermédiaire. Vous le trouverez sur notre site grammairanglaise.fr et vous cliquez sur l'onglet Nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire anglais. Vous remarquerez que il y a un QR code ici. Si vous scannez le QR code, il vous mènera sur la page en question. D'accord? Et Londoner, vous remarquez qu'il y a une majuscule à Londoner. He was never seen on change, nor at the bank, nor in the counting rooms of the city. No ships ever came into London docks, of which he was the owner. So he was never seen. Never, voilà. Seen on change. Change, vous remarquez qu'il y a une majuscule à change. Donc c'est un nom propre, c'est un lieu. Nor at the bank. Alors, en fait, il y a never, nor. Donc en fait, en français, ce serait ni, ni. He was never, nor. Donc en général, c'est associé nor, never, nor, or neither, nor. Et l'opposé, ce serait ever, or. Ok? Donc, never seen, on change, nor at the bank. Donc, vous remarquez at. At, c'est une préposition qui est relative, qui précise, qui est relative à la situation géographique. Ça vous permet vraiment de situer exactement. Vous savez, lorsqu'on cherche sur une application de genre Google Maps
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maps, je crois que de Safari, de Apple, enfin bon bref. Il y a des apps, qui vous permettent de vous repérer. En général, vous tapez une adresse et ça vous indique le lieu exact. Mais donc ça sera at, d'accord? Je ne suis, juste au passage, je ne suis, sponsorisée par personne, OK? Donc at, c'est vraiment un lieu précis, précis. Donc at the bank, nor in the counting rooms of the city. The city, en fait, the city, c'est la ville de Londres qui est appelée, qui est surnommée la city, OK? Of the city. No ships ever came into. Donc, vous remarquerez que came into, c'est entrer dans. Si vous voyez le into quelque part, ça veut dire c'est entrer dans. C'est pas, il y a un mouvement en fait qui accompagne. To come into, come. Si je dis à quelqu'un come into the class, entre dans la classe, ok? Come into the car, entre dans la voiture. Il y a un mouvement, d'accord? Par contre, si je dis where is she? She's in the class. Je dirais pas she's into parce qu'il n'y a pas eu un mouvement en fait. J'ai pas associé. En fait, je demande où elle est dans la classe. Par contre, je dirais oh she has gone into the class. Ou bien, mais je dirais she is in the class, d'accord? Where is she? She's in the car. Elle est dans la voiture. Where has she gone? She has gone into the car. D'accord? Into, en général, est associé à un verbe de mouvement. Come, go, run, ainsi de suite. Voilà. Came into London docks, of which, of. Alors, OF se prononce of. D'accord? Ça se prononce comme O-V-E. Et non pas OF. Ok? La prononciation en anglais OF, c'est O-2-F. Off. To come off, to fall off, to take off. Par exemple, un avion. Un avion, c'est to take off. A plane takes off. Un avion décolle. To take off. O-2-F. D'accord? Mais ici, le OF se prononce of. O-V-E. Of which he was the honor. The. Parce que, pourquoi c'est dit? Parce que le mot qui suit commence par une voyelle. Et voilà. He had no public employment. He had never been entered at any of the inns of court, either at the Temple or Lincoln's Inn or Gray's Inn. Donc, au passage, either se prononce également either. Les deux prononciations sont possibles. Donc, he had no. Alors, j'ai souligné no parce qu'en fait, soit on peut dire he had no public employment, ou on peut dire he had not any public employment. Donc, soit la phrase à la forme affirmative, he had, et là on met no, ou alors on la met à la forme négative, et là on remplace no par any. Donc, he had no public, nanana, ou he had not any public employment. Donc, employment, vous remarquerez encore un autre suffixe, ment. Parce que employ, c'est employer, c'est un verbe. Ment, c'est un suffixe. Donc, emploi. He had never been entered. On ne l'avait jamais vu. He had never been seen at any. Donc, at, on a encore at. The Inns of Court. Donc, the Inns of Court, c'est... en fait, il s'agit de... ce sont des... Alors, j'ai trouvé... ce sont des... excusez-moi, je crois que je l'avais écrit. Ben non, je ne l'ai pas écrit. En fait, ce sont des... alors, attendez, je vais vous dire. Attendez. Inns of Court, ce sont des institutions... ce sont des institutions de formation professionnelle destinées aux avocats, plaideurs et aux juristes. Voilà. Et en fait, et les trois sont nommés ici. Donc, l'un d'eux, c'est the Temple, d'où la majuscule, à Temple.
ou Lincoln's Inn, majuscule également, parce que c'est un nom propre, ou Gray's Inn, majuscule également un Gray, parce que c'est un nom propre, d'accord? Et vous remarquez que j'ai surligné apostrophe S parce que là il s'agit d'une oh j'ai un trou de mémoire, je suis désolée. Je suis désolée. J'ai retrouvé. Il s'agit du génitif, d'accord? Donc apostrophe S, c'est génitif. Parce qu'en fait, c'est que en anglais, ce serait l'auberge de Lincoln, l'auberge de Gray, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, c'est bon, j'ai tout vu. On continue. Nor had his voice ever resounded in the court of chancery or in the exchequer, parce que exchequer, or the Queen's Bench, or the ecclesiastical court. Excusez-moi. Donc on continue. Pardon. Resounded. Alors, pareil, en fait, vous vous souvenez, on avait vu resemble, qui est ressembler, look like. Resounded, resound. Donc c'est le son Z, d'accord? Et là, on a un préfixe, RE, re. Parce que to sound, c'est un verbe, d'accord? To sound, résonner. Donc resounded, voilà. Court of Chancery, en fait, c'est un tribunal britannique, Court of Chancery. The Exchequer, c'est l'équivalent du ministère des Finances, Exchequer. The Queen's Bench, c'est un tribunal, en fait, c'est une cour, une juridiction, en fait, voilà. So, a division of the High Court of Justice of England and Wales. OK? Et the Ecclesiastical Court, également, c'est une cour, court, mais religieuse, d'accord? C'est un tribunal religieux. Donc, je vous rappelle, lorsqu'un mot est long, prononcez-le par syllabe. Donc, ecclesiastical, ici, ça donnera ecclesiastical. Ecclesiastical. He certainly was not a manufacturer, nor was he a merchant or a gentleman farmer. Certainly, alors certainly, vous remarquez, ly, c'est un suffixe qui veut dire ment, donc certainement, et vous remarquez qu'il y a de nouveau le ER qui marque en fait, et vous avez le A, E devant, l'article indéfini devant. Donc c'était certainement pas c'était certainement pas un fabricant, manufacture. To manufacture, là vous remarquez d'ailleurs, si on décortique, to manufacture c'est fabriquer, d'accord? Donc il y a un E en général. Quand on rajoute le R, ça change le mot en fait. Ça devient fabricant. De fabriquer, to manufacture, fabriquer, ou manufacture, c'est une fabrique, une usine. Donc, et si on rajoute le R, ça change complètement le mot, d'accord? Merchant, nor was he a merchant or a gentleman farmer. Donc, vous remarquerez qu'il y a ER de nouveau. Et un gentleman farmer, c'est apparemment un exploitant agricole. Donc, c'est quelqu'un qui va posséder une terre, qui possède des terres et du matériel agricole, qui exploite sa terre, mais c'est pas lui qui emploie des personnes pour exploiter sa terre. Donc voilà, on dira un propriétaire agricole, comme le prince Charles d'ailleurs, qui serait un propriétaire agricole. Donc voilà, gentleman, farmer. C'est pour ça que farmer est associé à gentleman. C'est pas juste farmer, parce que c'est un propriétaire terrien, voilà. Voilà. Donc la suite, ça c'était la première partie. L'idéal c'est de finir le livre, il est long, mais bon. Comme ça, en fait, ça vous permettra de mieux prononcer les mots en anglais. J'espère que ça vous a aidé.
que vous avez vu une différence. En fait, il faut vraiment comprendre comment les mots sont constitués. Je vais faire une autre version en anglais, uniquement en anglais, tout en j'expliquerai tout en anglais. Voilà et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc rappelez-vous, la phonétique anglaise, vous la trouverez, vous pouvez la maîtriser grâce à notre livre «Le guide simplifié de la phonétique anglaise» sur grammairanglaise.fr, à partir de 3 € par mois, en cliquant sur l'onglet nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire anglais. D'accord? Et vous pouvez donc, vous voyez en vert le code en vert le QR code, pardon, qui vous amène sur grammairanglaise.fr et en jaune le QR code qui vous amène vers notre site anglais-a1c2.com. Merci de partager la vidéo, merci de nous liker, merci de... Vous pouvez commenter, hein, et merci de vous abonner à notre chaîne. Merci. Bye. À la prochaine.